Merci, cher Jean-Claude Trichet, de votre présence ce matin à Saint-Raphaël, au Palais des Congrès. Bien évidemment, gouverneur de la Banque de France, président de la Banque Centrale Européenne. Vous vous exprimez beaucoup à l'étranger, mais votre parole est finalement plus rare en France qu'à l'étranger. Je suis vraiment ravi de passer ces 45 minutes avec vous pour une discussion approfondie sur les questions de politique monétaire, de politique budgétaire et sur la mondialisation. Première question que je voudrais vous poser, elle est très ouverte. Quel est votre jugement sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne depuis un an ? Alors merci d'abord de votre invitation. C'est un plaisir de dialoguer avec vous et de bénéficier de l'accueil extraordinaire de Saint-Raphaël. En deux mots, je dirais, je pense que dans la crise dramatique que nous vivons, la Banque Centrale Européenne a fait son travail. Vous me posiez la question sur un an, je crois qu'elle a fait son travail. Elle est intervenue massivement, comme d'ailleurs les autres grandes banques centrales, et singulièrement, bien entendu, la Fédérale Réserve, avec comme objectif d'éviter une dépression qui eût été absolument tragique, d'éviter une récession beaucoup plus forte que celle que nous avons enregistrée, et, je dois dire, d'éviter une disruption totale des marchés financiers qui eut elle-même comme conséquence, naturellement, vraiment un impact dramatique sur nos concitoyens. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, je considère que ce qui a été fait devait être fait dans les circonstances extraordinaires, inédites que nous avons connues. Alors, si je prends un peu de recul, vous disiez que la question était ouverte, sur plus long terme, je dirais que ce qui doit être considéré comme profondément anormal au total depuis la très grande crise financière que j'ai connue moi-même dans les années 2007, subprime, 2008. Voilà, je rappelle que vous étiez le président de la Banque Centrale Européenne au moment de la crise de 2008. Moi, j'ai eu 8 ans de mandat. C'est la durée du mandat qui protège la Banque Centrale Européenne et son président en lui donnant une très grande indépendance, puisqu'on est là pour 8 ans. J'ai eu 4 années relativement tranquilles, si je puis dire, en tout cas non dramatiques, où il me fallait consolider la crédibilité de la nouvelle monnaie qui était accueillie avec énormément de scepticisme dans le monde entier, et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et qui était accueillie avec énormément de scepticisme aussi en Europe, et singulièrement dans l'Europe du Nord. Donc, pendant 4 ans, j'ai consolidé, disons, depuis le début de l'année 2004. Je suis arrivé en fin 2003, donc de fin 2003 à la crise des subprimes. Ça m'a donné 4 ans. Et puis ensuite, alors, il y a eu la crise, qui à l'époque était considérée comme la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai dit moi-même. Elle l'était. Et elle l'était. Elle l'était. Et elle l'était. Et là, à nouveau, les banques centrales ont dû, des deux côtés de l'Atlantique et aussi pour le Japon, intervenir massivement, notamment, pas seulement en baissant les taux d'intérêt, je sais qu'on va y revenir d'ailleurs, mais aussi en intervenant avec des achats de valeurs du Trésor, ou valeurs privées d'ailleurs, pour des montants très importants, donc en utilisant le canal de transmission de la politique monétaire qui est celui des bilans des banques centrales. Au total, si vous voulez, si je consolide Banque Centrale Européenne, Fédérale Réserve et Japon, c'est à peu près 3 trillions de dollars qu'on a mis, qu'on a affecté en quelque sorte à cette partie de la politique monétaire qui passe par le bilan des banques centrales. Et puis, pour des raisons compréhensibles, ce qui vient d'être fait à cause du Covid est encore beaucoup plus considérable. C'est plus de 8 trillions de dollars qui ont été mobilisés à cette occasion. L'anomalie, c'est que entre la très grande crise financière, Lehman Brothers, et le début du Covid, c'est au total sur cette période qui n'a pas été une période dramatique. 9 trillions de dollars additionnels. Donc au total, si vous voulez, depuis le point de départ où on n'utilisait pas du tout le canal des bilans des banques centrales comme instrument normal, disons, de politique monétaire,
c'est plus de 20 trillions de dollars qui ont été utilisés par les 3 banques centrales. Et je pourrais y ajouter beaucoup d'autres banques centrales. J'insiste sur le fait que tout cela concerne essentiellement les banques centrales des pays avancés. La crise que nous avons vécue lors de la très grande crise financière était en effet une crise des pays avancés. Cette période assez longue pendant laquelle on additionne encore 9 trillions de dollars est aussi la marque d'un fonctionnement très anormal des économies des pays avancés. Au total, quand vous regardez ce qui a été fait, et encore une fois, il y a des justifications pour toute cette période. Comme je l'ai déjà dit, il était justifié de faire ce que nous avons fait au moment de Lehman Brothers. Il était justifié de faire ce que nous avons fait avec le Covid-19. Et pour des raisons très profondes, pour éviter de tomber dans la trappe de la déflation, des 2 côtés de l'Atlantique, et bien entendu aussi au Japon, on s'est efforcé d'avoir des politiques monétaires très accommodantes pour essayer de sortir d'une zone beaucoup trop proche de la zone zéro. Et c'est cela qui explique des politiques monétaires ultra accommodantes. Alors, il y a de bonnes justifications pour tout ce qui a été fait, partout, dans les pays avancés. Bien entendu, lorsqu'on jette le regard sur la somme de ce qui a été décidé sur une relativement longue période, disons sur 13 ans, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Oui, alors on reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur le caractère réversible ou pas de cette politique monétaire très expansionniste, parce que je vous suis tout à fait quant à son caractère absolument nécessaire, et je crois que ce qu'avait fait la Banque Centrale Européenne sous votre mandat en 2008, et ce que fait la Banque Centrale Européenne aujourd'hui sous le mandat de Christine Lagarde est absolument remarquable. Je crois que c'est très exactement ce qu'il faut faire, mais il faudra quand même se poser la question des conséquences à long terme de cette politique monétaire. Mais avant cela, je voudrais vous demander si vous aviez déjà le sentiment, quand vous étiez gouverneur de la Banque Centrale Européenne, qu'au fond, vous deveniez aussi le maître de la politique budgétaire. Parce que, disons-le clairement, si en 2008, mais plus encore aujourd'hui, les États de la zone euro peuvent mener des politiques budgétaires qui, d'ailleurs, ont été synthétisées il y a quasiment 1 an, jour pour jour, par le président Macron sous le chapeau « quoi qu'il en coûte », on sait très bien que c'est en grande partie grâce à la politique monétaire. Je rappelle que depuis 1 an, la Banque Centrale Européenne a dû acheter indirectement, parce qu'elle ne finance pas directement les États, mais indirectement, elle a dû acheter 70% des nouvelles émissions obligataires des pays de la zone euro. Est-ce qu'il y avait déjà ce sentiment, et puis quel est votre jugement sur cette idée selon laquelle, au fond, aujourd'hui, c'est la politique monétaire qui rend la politique budgétaire possible ? Je ne suis pas sûr de partager entièrement ce sentiment. De mon temps, je demandais clairement aux pays qui étaient attaqués et que nous défendions, dont la Banque Centrale Européenne défendait la crédibilité, c'est-à-dire 5 pays au total, Espagne, Italie, Grèce, Irlande, Portugal. Donc 5 pays, c'est-à-dire à peu près 37% du produit intérieur brut de la zone euro, étaient en situation de sudden stop, comme on dit, de financement. Et donc, je suis intervenu moi-même massivement pour aider la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne et l'Italie dans les années 2010-2011, dans des moments vraiment très dramatiques. À l'époque, je demandais à l'Allemagne, aux pays d'Europe du Nord, à ceux qui n'étaient pas attaqués, d'être expansifs sur le plan budgétaire. Et mon successeur a demandé assez constamment au gouvernement de bien vouloir aider la Banque Centrale Européenne en intervenant eux-mêmes sur le plan budgétaire. Donc le problème, cette irruption, disons, avec le Covid-19, de la thèse selon laquelle c'était les banques centrales qui permettaient au gouvernement de faire n'importe quoi, elle est toute récente. Elle est vraiment toute récente, cette thèse. Auparavant, la thèse de la Banque Centrale Européenne était « ne nous laissez pas seuls dans une situation où, effectivement, le plus clair du fardeau est sur nos épaules ». D'accord, donc ce que vous dites, c'est que cette rupture,
elle est relativement récente. Elle a 1 an, c'est la crise de la Covid-19. Je ne sais pas si on peut parler, encore une fois, d'une rupture objective, parce que si vous interrogez la Banque centrale européenne, elle vous expliquera que ce qu'elle fait au total, dans la mesure où ces interventions massives permettent d'éviter ce que j'appelais une dépression dramatique, au total, en encours de dette en proportion du produit intérieur brut, c'est quand même, il y a un numérateur et un dénominateur, ça lui permet, elle fait en sorte que l'ensemble de la zone euro puisse être dans une situation meilleure, si vous regardez les termes de référence des discours de la Banque centrale européenne. Donc, tout cela peut se discuter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en particulier dans notre pays, la thèse selon laquelle les banques centrales finançaient monétairement les gouvernements s'est vraiment accréditée, à mon avis, largement à tort. Et bien entendu, ça a donné naissance à toutes sortes d'idées assez farfelues, comme les banques centrales n'ont qu'à annuler la dette, etc. Donc vous voyez, je suis beaucoup plus nuancé que nous ne le sommes dans le débat public français, qui n'est pas d'ailleurs du tout le débat public allemand ou le débat public de l'Europe du Nord, et même pas le débat public italien ou espagnol. Je mentionne ça en passant. Alors, vous évoquiez la question de l'annulation de la dette, mais justement, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, puisque c'est quelque chose, ce sont des idées qui émergent, peut-être plus d'ailleurs dans le champ politique que dans le champ des économistes. Mais enfin bon, nous allons entrer dans une campagne électorale en France, les présidentielles, c'est le plus grand moment de débat pour notre pays, et il y a des candidats qui proposeront une annulation, au moins une partie d'une annulation des dettes publiques, et notamment, justement, cette partie des dettes publiques qui est détenue par la BCE. Évidemment, je sais votre avis sur ces propositions, mais est-ce que vous pouvez l'étayer ? D'abord, évidemment, Christine Lagarde a déjà dit que c'était des idées qui ne pouvaient pas se matérialiser. Il est clair que, s'agissant de l'ensemble des pays de la zone euro, si vous avez un mouvement de ce genre, c'est-à-dire une annulation des dettes, au total, si vous voulez, ça ne peut que conduire à une perte de crédibilité très importante pour l'ensemble de la zone et pour tous ceux qui ont fait confiance ou qui font confiance à la zone. Si un pays en particulier donne beaucoup de crédit à une idée de ce genre, comme il va de soi que des idées de ce genre ne trouvent pas crédit en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays, cela veut simplement dire que notre propre signature sera dramatiquement entamée, car il est totalement exclu que de très nombreux pays en Europe puissent envisager leur propre annulation de dette. Donc ça sera interprété comme la France, le pays X, le pays Y et le pays Z ne souhaitent qu'une chose, c'est que nous ne soyons pas remboursés, nous, prêteurs. Parce que n'oubliez pas que même si la Banque centrale européenne intervient pour un montant assez important des émissions nouvelles, ce n'est jamais que 25% environ de la totalité de l'encours de dette. Et bien entendu, ces 25% font l'objet de transactions, et si nous avons des taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui est très flatteur pour nous, c'est parce que pour le moment, personne ne nous regarde comme étant capable de souhaiter une annulation de notre dette. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied, comme je l'ai déjà dit. Je partage complètement votre avis. Aujourd'hui, quand la France a besoin de plusieurs milliards ou de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur les marchés financiers, elle peut s'endetter à des taux qui sont nuls, voire négatifs. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont ceux qui nous prêtent qui perdent de l'argent à moyen terme. Et je trouve que prendre le risque de casser ce cercle vertueux ferait courir un danger à la France. Et d'ailleurs, permettez-moi d'ajouter que je pense que ceux qui proposent ça ont peut-être des arrière-pensées, qui ne sont pas strictement des arrière-pensées de politique monétaire, mais qui consistent peut-être, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais à mettre à mal la pérennité de la zone euro et de l'Europe, parce qu'ils ne partagent pas les options économiques de la zone euro. Je voudrais encore, sur la politique monétaire, vous entendre sur un point. Il y a aussi une idée que l'on entend de plus en plus, qui est celle selon laquelle, et pour le coup, la présidente de la Banque centrale européenne l'a aussi évoqué, c'est cette idée, au fond,
du rôle de la Banque centrale européenne et plus généralement du rôle des politiques monétaires dans le verdissement de l'économie. Cette idée, au fond, selon laquelle, bon, vous l'avez rappelé, la Banque centrale européenne, depuis votre mandat, achète énormément d'actifs sur les marchés financiers, essentiellement des actifs publics, mais aussi des actifs privés. Est-ce qu'il est pertinent de conditionner ces rachats d'actifs à la nature sectorielle de ces actifs? C'est évidemment une très bonne question et la Banque centrale européenne examine de près, comme l'a dit Christine Lagarde, ce qui pourrait être fait dans ce domaine. Si je résume, si vous voulez, la situation, la Banque centrale européenne ne peut pas changer son mandat. Son mandat premier est la stabilité des prix. Un mandat qui n'est pas dans le traité considéré comme premier, mais qui de facto est très important, c'est celui de la stabilité financière. Et l'une des leçons de la crise, de la très grande crise financière de Lehman Brothers, a été que la quasi-totalité des banques centrales dans le monde ont été considérées comme ayant une responsabilité éminente. Ça a été le changement complet d'attitude des Britanniques, par exemple, changement complet d'attitude en Europe, puisque la Banque centrale européenne s'est vue confier la responsabilité de la surveillance prudentielle des banques, et aussi d'ailleurs une responsabilité éminente dans la prévention des risques systémiques. Même chose aux États-Unis. Donc on a, de ce point de vue-là, en effet, une importante, je dirais, un important mandat adjoint. Dans les deux cas, stabilité des prix, stabilité financière, il semble à la totalité des banques centrales que, ce faisant, on défend les intérêts des plus démunis et des plus défavorisés de nos concitoyens, parce que ce sont eux qui peuvent le moins se prémunir contre le risque d'inflation, et ce sont eux qui peuvent le moins se prémunir contre le risque de déflation. Donc la stabilisation des anticipations d'inflation autour des fameux 2% est quelque chose qui est très important, objectivement. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Pardonnez-moi de vous interrompre, il n'y a jamais eu, dans un passé récent, on parlera de l'avenir sur l'inflation dans quelques instants, mais ces anticipations n'ont jamais été remises en cause. Au contraire, elles sont ancrées à des niveaux qui sont proches de zéro, et elles sont très fermement ancrées chez les agents économiques. Elles sont très basses, beaucoup trop basses, et c'est ce qui explique les politiques très accommodantes des banques centrales sur longue période. Donc, c'est clair. Ça donne un argument pour tirer parti du traité lui-même qui dit without prejudice to price stability, la Banque centrale européenne doit, et le système européen de banque centrale, doivent soutenir les autres objectifs de l'Union européenne. Et parmi les objectifs de l'Union européenne, il y a effectivement plusieurs autres objectifs, y compris, bien sûr, le verdissement et la transition verte. Alors, dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas de préjudice à la stabilité des prix, on peut considérer que le feu vert est ouvert, pour que la Banque centrale européenne réfléchisse, et c'est ce que va faire la Banque centrale européenne. Nous aurons les résultats au milieu de l'année. Mon sentiment est que, néanmoins, ce n'est qu'en activant l'ouverture, si vous voulez, du traité disant à partir du moment où vous assurez la stabilité des prix, vous pouvez soutenir les autres éléments les autres objectifs de l'Union européenne ou de la zone euro. Il me semble que c'est, encore une fois, la seule voie qui nous permet d'avancer. Alors, comme vous voyez, j'aurais tendance à préserver la politique monétaire proprement dite pour ne pas multiplier les objectifs. Si vous voulez le verdissement de l'économie, bien entendu, vous devez aussi favoriser la lutte contre les inégalités. Vous devez favoriser, disons, la promotion de l'ensemble des questions sociales qui demandent à être réglées. Enfin bref, il n'y a pas de limite aux objectifs que vous pouvez suivre. Le résumé, si vous voulez, le tampon qu'on peut donner, c'est le fameux ESG, environnement, social, gouvernance. Et mon sentiment est que là, il y a plusieurs voies absolument ouvertes pour le système européen de banque centrale. N'oublions pas que les fonds propres du système européen sont considérables et donc
l'utilisation de ces portefeuilles qui sont totalement libres, ce n'est pas un portefeuille monétaire, c'est un portefeuille de placement. Là, on peut imaginer une généralisation des placements ESG. J'aurais tendance moi-même à ne pas penser qu'il faut que la politique monétaire stricto sensu, dont le mandat premier, encore une fois, est celui de la stabilité des prix, puisse infléchir assez considérablement, et notamment dans les acquisitions de valeurs négociables, publiques et privées. Au total, mon sentiment, je suis peut-être minoritaire, si vous voulez, hein, je ne me le dissimule pas, mais il me semble que c'est la question principale. Est-ce qu'en effet, on franchit la frontière de la politique monétaire stricte ou pas? J'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux pas, ce qui n'empêche pas, encore une fois, une mobilisation à la fois effective, compte tenu des énormes sommes qui sont en cause, à peu près 2 trillions de dollars, hein, c'est pas du tout négligeable. Et alors, bien entendu, il y a l'or là-dedans, donc il faut voir quelle est la partie réellement libre sur le plan de placement des portefeuilles de valeurs négociables. Mais, encore une fois, franchir la barrière de la politique monétaire me paraît personnellement assez dangereux parce que je ne vois pas où on s'arrête. Où ça s'arrête. Est-ce que vous êtes sensible, comme moi, à l'idée selon laquelle le mouvement d'absence d'inflation que l'on a connu depuis plus d'une dizaine d'années était lié à des facteurs structurels qu'on ne retrouvera pas forcément ces prochaines années? C'est l'idée de Charles Goodhart selon laquelle, au fond, les délocalisations, le mouvement de délocalisation des pays riches vers les pays émergents qui avaient beaucoup contraint les coûts et donc les prix est terminé. Les salaires dans un certain nombre de pays émergents sont en augmentation assez rapide, c'est le cas en Chine. Un argument aussi que je trouve très intéressant de Goodhart est de dire qu'on a bénéficié en quelque sorte ces dernières décennies d'une explosion de la population active au niveau mondial, mais qu'avec le vieillissement de la population, y compris en Chine par exemple, surtout en Chine d'ailleurs peut-être, on va avoir une baisse de la population active et donc on risque d'avoir ces prochaines années des facteurs qui vont être plutôt de nature à pousser les coûts vers le haut, à pousser les prix vers le haut et conjuguer à la politique monétaire qui est menée aujourd'hui, finalement, il n'est pas exclu, alors pas dans un an, mais que dans 3, 4 ou 5 ans, on se retrouve avec des niveaux d'inflation qu'on n'avait pas connus depuis longtemps, à 4, 5, 6%, avec éventuellement, d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants, mais des conséquences sur les taux d'intérêt de long terme. Alors, je partage entièrement ce sentiment, et après tout, ça fait plus de 10 ans que c'est l'objectif des grandes banques centrales. L'objectif des grandes banques centrales est d'ancrer les anticipations d'inflation autour de 2%. J'ai moi-même fait campagne pour que l'on veuille bien retenir ces 2%, et c'est dans la période post-Lehman Brothers que les Japonais, les Américains, après les Britanniques et nous qui étions les premiers, je dirais la Banque Centrale Européenne et même la Banque de France, donc tout le monde s'est aligné sur cet objectif d'ancrer les anticipations d'inflation à 2%. Donc si nous sortons de cette zone trop proche du risque de matérialisation de la déflation pour en sortir, c'est très bien. Et je dirais, je n'attends pas ça nécessairement dans 4 ans. Même si on va à 4-5%. Ou dans 3 ans. Alors, moi-même, j'ai connu une inflation à 4%. C'est vous dire à quel point les choses ont changé. En 2008, nous étions à 4% à un moment. Quand j'ai quitté la Banque Centrale Européenne, l'inflation moyenne de l'année 2011, j'ai quitté fin 2011, c'était 3,16%. D'ailleurs, si je puis me permettre d'introduire un sujet qui fâche, en 2008, face à cette inflation, vous avez décidé d'une remontée des taux d'intérêt qui vous a été vertement reprochée par un certain nombre de mes camarades. Je sais ça. Ça ne me fâche pas du tout. Ça ne me fâche pas du tout. Imaginez, je vous l'ai dit, mes 4 premières années avaient été consacrées à renforcer la crédibilité et la confiance dans la Banque Centrale Européenne et dans sa capacité de préserver la stabilité des prix. Je dirais que 80% des Allemands pensaient que ce n'était pas possible. Et le nombre de covers que j'ai eu en Allemagne pour annoncer la faillite de l'euro, le fait que l'euro sombrait, je pourrais multiplier dans tous les compartiments de l'opinion. C'était vrai de l'Europe du Nord en général.
l'Europe du Sud était beaucoup plus confiante, objectivement. Lorsque nous avons eu une inflation à 4%, j'avais des signes qui étaient très dangereux de déstabilisation des anticipations d'inflation, et notamment dans toute l'Europe du Nord, le sentiment qu'il fallait absolument se préserver contre une inflation importante. À l'époque, je considérais qu'il était très important que je puisse utiliser les deux canaux, le canal des taux d'intérêt et le canal du bilan de la Banque centrale. J'avais été très critiqué parce que j'avais donné 95 milliards d'euros à l'époque des subprimes, le 9 août 2007. Ça a été très critiqué, puis à la fin de l'année, j'ai été fait homme de l'année du Financial Times. Donc, les choses se retournent. J'ai considéré à l'époque que consolider la confiance dans l'euro, dans cette période très difficile, était essentiel. Et que cela me donnerait la capacité de faire des choses qu'on n'avait jamais vues, par exemple, de donner de la liquidité sans aucune limite à l'ensemble des banques commerciales de la zone euro. Ça n'était le cas ni aux États-Unis, ni au Japon, ni à ma connaissance dans aucune autre banque centrale en dehors de la zone euro. Donc, au total, en 2010, si j'ai pu intervenir massivement compte tenu de la taille des pays pour aider la Grèce, l'Irlande et le Portugal, je n'ai pas eu un seul éditorial dans l'Europe du Nord pour approuver ce que j'avais fait. Mais je l'ai fait. Et je l'ai fait en, je ne dirais pas en une demi-journée, comme ça avait été le cas le 9 août 2007, mais disons en un week-end. De même, en un week-end, j'ai décidé d'aider massivement l'Italie et l'Espagne, qui étaient en situation tragique de spéculation adverse. Donc, vous voyez, les deux volets, être aussi libre que possible, dans un environnement qui était assez hostile sur le plan des mesures ou des contre-mesures originales, non conventionnelles comme on dit, et d'un autre côté, ne pas laisser prise à des anticipations d'inflation adverses. Quand j'ai quitté la Banque centrale européenne, nous avions, je l'ai déjà dit, 3,16% d'inflation, ce qui ne dénote pas, me semble-t-il, une politique ultra-orthodoxe. Et par ailleurs, je pouvais me vanter, si je puis dire, à Berlin, d'avoir une inflation moyenne dans la zone euro depuis sa création de 2% au total, donc en moyenne annuelle, sur toute la période depuis la création de la zone euro, c'est-à-dire une inflation très inférieure à l'inflation moyenne sur les 40 années précédentes pour le Deutsche Mark, qui était une inflation d'à peu près 3,9%. Personne ne pouvait me démentir en Allemagne au moment où je quittais mes fonctions, et personne ne pouvait critiquer, disons, ce que nous avions fait depuis le début, puisque c'était exactement en ligne avec le mandat que nous avions et avec la confiance que nous avions suscitée. Donc, vous voyez, les deux volets. Et non, mais c'est très important que vous rappeliez ça. Je dois vous dire qu'effectivement, à ma stupéfaction, parce que nous étions dans une crise gravissime, l'intervention sur la Grèce, l'Irlande et le Portugal avait été dramatiquement critiquée. Et j'ai supporté ces critiques avec allégresse, si je puis dire, parce que c'était ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, pardonnez-moi, cette question un tout petit peu personnelle, mais vous pouvez le dire maintenant, et c'est important pour l'histoire économique, vous avez craint un éclatement de la zone euro ? Il est clair que si nous avions eu une hésitation au moment où l'Espagne et l'Italie étaient en situation de sudden stop de financing, si nous avions eu une hésitation, nous nous serions trouvés dans une situation absolument dramatique, c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être vous en souvenez-vous, j'avais été très, très ferme sur l'idée, la Grèce est la Grèce, les autres pays doivent être totalement renforcés dans leur propre crédibilité stratégique. Ça a été mon discours public constant, c'était mon discours au président français, à la chancelière allemande, et avec beaucoup, beaucoup de force, puisque j'ai été en désaccord avec eux deux, le président français et la chancelière allemande,
lorsque, dans le fameux accord de Deauville, ils ont accrédité l'idée que dès qu'un pays demandait l'aide de ses amis européens, alors il fallait que le secteur privé apporte une contribution monumentale. Et je leur expliquais que ça voulait simplement dire récompenser les spéculateurs et punir ceux qui avaient fait confiance, et que c'était inadmissible. Et je dois dire, avant mon départ, j'ai obtenu, c'était en août, qu'ils reviennent complètement sur cette décision malheureuse. Ensuite, l'histoire a continué. Bruno Le Maire, en introduction de cette journée, nous donnait son sentiment selon lequel la France n'aurait pas de grosses difficultés pour rembourser sa dette publique, à partir du moment, bien évidemment, où la politique macroéconomique permettait de restaurer une croissance et même d'augmenter la croissance potentielle, d'ailleurs, si possible, au sortir de cette crise. Est-ce que c'est votre jugement aussi ? Vous avez aussi occupé des fonctions en France, il y a un petit peu de temps maintenant, au Trésor, des fonctions éminentes, bien évidemment. Est-ce que vous partagez ce sentiment, au fond, selon laquelle l'aide politique budgétaire que l'on a menée, c'était la meilleure ou la moins mauvaise que l'on devait mener, et que la question du remboursement de la dette publique, comme après chaque guerre, au fond, est moins importante que celle de la croissance. Et puis j'adjoindrai à ma question peut-être votre sentiment aussi sur la capacité ou non des taux d'intérêt de long terme à se maintenir à des niveaux extrêmement bas, puisque c'est aussi ça qui va déterminer la solvabilité de la dette publique française ces prochaines années. Alors, directement sur la seconde question, encore une fois, ce qui compte, c'est les taux d'intérêt réels. Les taux nominaux sont très très importants pour les marchés financiers dans une perspective relativement courte. Mais ce qui compte, c'est l'économie réelle, la manière dont l'économie réelle fonctionne et, bien entendu, le niveau des taux d'intérêt réels. Au total, si nous avions une inflation stabilisée à 2% dans une perspective de moyen-long terme, encore une fois, c'était ce que nous avions quand j'ai quitté la Banque centrale européenne, il ne serait pas anormal, bien entendu, que les taux d'intérêt soient plus élevés. Et ça ne pourrait, si le déplacement, si vous voulez, était lui-même à proportion, ben ça voudrait dire que les taux d'intérêt réels demeurent les mêmes. Donc j'appelle votre attention sur ce point parce que j'entends très peu souvent ce raisonnement. Ce qui peut me conduire d'ailleurs à ajouter un mot sur les raisons pour lesquelles, vous l'avez déjà évoqué, les pays avancés, vous avez évoqué Charles Goodhart, je peux peut-être revenir un instant là-dessus. Sur la première question, oui, évidemment, la France, qui n'a jamais, depuis la Révolution française, sauf erreur de ma part, répudié sa dette, bien entendu, doit rembourser sa dette progressivement, avec, bien entendu, la nécessité absolue que l'encours de dette en proportion du PIB diminue progressivement année après année. C'est le seul moyen de renforcer la confiance. Si votre encours de dette continue d'augmenter année après année, alors vous ne pouvez pas inspirer confiance. Non, mais ma question, au fond, c'est est-ce qu'on peut le faire sans casser la croissance ? Est-ce qu'on peut le faire sans choc fiscal ? C'est ça la question. Mais si vous voulez casser la croissance, vous n'avez qu'à faire en sorte que l'on perde la confiance. Donc c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais c'est une condition absolument nécessaire que de faire en sorte que l'encours de dette en proportion du produit intérieur brut diminue progressivement. Ce d'autant plus que nous sommes plutôt les mauvais élèves en Europe. Quand je compare notre situation relative d'encours de dette en proportion du PIB par rapport aux autres pays, nous sommes le mauvais élève. Évidemment caricatural par rapport aux Allemands, mais mauvais par rapport à tous les autres pays qui comptent. Donc il faut avoir ça en tête. Et ça, ce n'est pas la critique du gouvernement actuel, ni même du gouvernement précédent, ni même de celui d'avant, ni même encore de celui d'avant, mais il y a en France, pour des raisons mystérieuses, une sorte d'allégresse s'agissant des dépenses publiques supplémentaires. Alors, ça pose des questions philosophiques qui sont très importantes. Le charme de la France. J'avais promis un instant sur les pays avancés. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays avancés ? Et d'ailleurs, pardonnez-moi, avant que justement, et je voudrais là encore adjoindre une précision, je voudrais aussi que vous répondiez en même temps sur le plan Biden, puisqu'il y a ce grand débat aujourd'hui, notamment chez les économistes
proche des démocrates aux États-Unis. Vous avez des gens comme Larry Summers, comme Olivier Blanchard, qui considèrent qu'en réalité, le plan Biden est surdimensionné, qu'il fait risquer, qu'il génère un risque de surchauffe aux États-Unis, et par là même potentiellement de remonter des taux dans la zone euro. Voilà, pardonnez-moi, mais je voudrais qu'on traite tout ça en même temps. Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. d'un mot, je suis entièrement d'accord, pour une fois, avec Olivier Blanchard, parce que je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, mais là je suis d'accord. Et avec Larry, j'ai été beaucoup plus souvent d'accord avec Larry Summers. Dans le cas américain, il y a une anomalie claire, compte tenu de ce qui a déjà été fait, de l'accroissement considérable de l'encours de dette publique en proportion du produit intérieur brut aux États-Unis, qui est de l'ordre de grandeur, cela dépend des calculs, mais peut-être plus 50% du PIB, plus 60% du PIB, en comparaison avec l'avant subprime. Donc, je mentionne ça en passant, la réponse est claire. Non, mais donc ça vous inquiète? Bien entendu, bien entendu. Ça m'inquiète considérablement compte tenu de l'influence que les États-Unis peuvent avoir sur l'ensemble des économies internationales. Et puis, on ne peut pas tirer sur la corde comme ça en permanence, si vous voulez. L'ensemble des pays avancés, pas seulement les États-Unis, parce qu'ils ont la confiance du reste du monde et de leurs propres concitoyens, leurs propres résidents, ont tiré sur la corde au maximum, à la fois en matière de dette publique. En Europe, de la zone euro, c'est plus 30% en moyenne. Nous, beaucoup plus, malheureusement, depuis le point de départ, disons, de l'avant subprime. Aux États-Unis, c'est probablement plus 50 à 60%. Au Japon, c'est plus 100%. Donc, et si je me situe en Suisse, alors ce serait encore plus. Vous voyez, donc c'est vraiment gigantesque. Ça marche parce que le reste du monde continue à se dire la signature des États-Unis, la signature des pays de la zone euro, la signature de la France, c'est OK. Bon. Quand est-ce que ça craquera ? Seul, disons, l'avenir le dira. Mais ça ne peut pas continuer indéfiniment. C'est la raison pour laquelle je disais, à un moment, il faut que ça diminue en proportion du produit intérieur brut. S'agissant des banques centrales, c'est la même chose. La confiance dans le dollar est très grande, la confiance dans l'euro est très grande, la confiance dans toutes les monnaies des grands pays avancés ou des petits pays avancés est très grande. Mais les 20 trillions de dollars que j'ai évoqués suppose en effet qu'il y ait maintien de cette confiance dans les monnaies. Et donc le grand danger, si vous voulez, parce que moi j'ai vécu la période de l'avant-crise, première crise, donc avant subprime, tout le monde était convaincu que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. On s'en souvient bien, oui. Et puis la crise a fait irruption de manière totalement dramatique, avec le marché de Wall Street faisant une spéculation en son propre sein, c'est-à-dire que c'était l'ensemble des banques d'investissement américaines qui faisaient l'objet d'une spéculation avec le shorting de l'ensemble, disons, de ces signatures. Donc tout est possible. J'ai connu la période où le dirigeant d'une des plus importantes firmes américaines, spécialisée dans les placements et gérant peut-être elle-même $1 trillion, disait « Je n'ai plus confiance dans le Trésor des États-Unis, compte tenu de tout ce qu'ils ont fait. » Évidemment, c'était une énorme erreur que de dire ça. L'avenir a prouvé qu'il ne fallait pas suivre ce conseil. Mais tout est possible. Et il faut savoir que ça survient de manière absolument inopinée et généralement assez dramatique. Donc je mentionne ça en passant, je ne préannonce pas un drame et une nouvelle crise financière de l'ensemble des pays avancés. Je dis simplement, les pays avancés ne peuvent pas éternellement tirer sur la corde. Et c'est là que cela me conduit à penser qu'il est urgent, en effet, que l'inflation augmente sans que les valeurs réelles se modifient, mais les valeurs nominales doivent être systématiquement plus élevées. Et ceci est encore une fois l'objectif de toutes les grandes banques centrales. C'est ce qui doit nous permettre progressivement de faire en sorte que les politiques monétaires ne soient pas éternellement accommodantes, parce que ce que j'évoquais sur les finances publiques, c'est-à-dire la diminution en proportion du PIB, est parfaitement valable pour les banques centrales. Il faut aussi, à un moment, que l'on ait une diminution en termes de pourcentage du produit intérieur brut sur l'ensemble de la zone euro, aux États-Unis et au Japon. Bon.
Chaque pays est dans des situations différentes. Le Japon n'a pas les problèmes des autres. Mais alors, je vais prendre encore une minute. Goudart a raison. Oui. Si on veut résumer à l'extrême la situation, en 2005-2006, il y a eu un effondrement des progrès de productivité, de la Total Factor Productivity, et des progrès de productivité dans l'ensemble des pays avancés. Une chute brutale, qui évidemment a entraîné une chute très importante de la croissance réelle, parce que la croissance réelle, elle dépend principalement des progrès de productivité, évidemment. Et ce phénomène, évidemment, s'est accompagné d'une chute brutale des taux d'intérêt réels d'équilibre, qui se sont retrouvés aux États-Unis et en Europe en chute très importante. Donc, le fonctionnement des économies réelles des grands pays avancés, pas nominalement, mais réellement, a eu un point d'inflexion monumental avant même la dernière crise des subprimes. Vous voyez, c'est 2005-2006 qui marque cette rupture. On vit avec depuis lors. Et s'est ajouté à cela une anomalie très importante qui est que l'inflation elle-même et l'ensemble des valeurs nominales, pas simplement les valeurs réelles, mais les valeurs nominales dans nos économies, s'est retrouvée effondrée. Alors à cela, je prendrais volontiers. Charles Goudart dit que ça ne peut pas durer éternellement, je suis d'accord avec lui, ça ne doit pas durer éternellement. Et s'il y a un discours des banques centrales qui est pertinent, c'est de dire aux autres partenaires, au secteur privé comme au gouvernement, attention, ça ne peut pas continuer indéfiniment. Et c'est votre boulot, ce n'est pas notre boulot à nous, banques centrales, que de modifier les données réelles du fonctionnement des grandes économies. J'ajouterais, alors évidemment ce que je vais dire va être très populaire en France, alors que la France n'est pas le pays auquel il faudrait faire cette recommandation, mais aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et au Japon, il est très anormal qu'en période de plein emploi, on ait observé dans le passé, je parle de l'avant-Covid, sur 10 ans, 11 ans, 12 ans, qu'on ait observé donc dans ce passé un bargaining power du labor aussi misérable et une absence de croissance des coûts unitaires de production, même en période de plein emploi. Et ça doit être corrigé. Alors je disais qu'en France, où nous avons malheureusement un chômage de masse permanent, ce n'est pas une recommandation qu'on peut faire que d'augmenter les coûts de production, parce qu'il faut d'abord arriver au plein emploi. Oui. Mais dans les pays qui ont le plein emploi, c'est impérieux de sortir de ce piège. Merci, on arrive au terme de cet entretien, cher Jean-Claude Trichet. Merci beaucoup de nous avoir accordé quasiment cette heure de discussion. C'est très important, on voit bien que la politique monétaire a beaucoup changé, qu'il y a des pressions pour qu'elle change encore, et que ces prochaines années vont être absolument déterminante, puisque vous l'avez dit, d'une façon ou d'une autre, il va quand même falloir essayer de normaliser cette politique monétaire tout à fait exceptionnelle que vous avez commencé à mener, qui a été menée par Mario Draghi et par Christine Lagarde, en raison de crises qui, elles aussi, étaient d'une nature tout à fait exceptionnelle. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir de dialoguer avec vous. Merci beaucoup.